Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire intitulé IA générative entre innovation créative et défis réglementaires. Je m'appelle Grégory Jandot, je suis consultant et formateur pour G-Réseau. G-Réseau, pour la plupart, que vous connaissez déjà, qui est un organisme de formation et de conseil. Histoire que ce webinaire soit un peu interactif, on va basculer, je vais partager mon écran et on va basculer entre des IA et la présentation alors ce sera peut-être pas la façon la plus fluide de faire, mais en tout cas, ce sera la façon la plus interactive de vous proposer ces contenus. Et si ça vous va, eh ben, je vous propose de commencer dès maintenant. Alors, je partage mon écran. Hop, excusez-moi pour cette boucle sans fin. OK. Donc, IA générative entre innovation créative et défis réglementaires. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de répartir notre temps en trois parties un peu déséquilibrées. La première, pour vous présenter ce qu'est l'IA générative de façon assez simple. Il n'y aura pas de termes compliqués, rassurez-vous, on n'est pas là pour ça. Ensuite, vous montrer quelques opportunités de l'IA générative, que ça parte de la création, de l'analyse de documents, de la conception d'agents virtuels. En fait, pour chacun d'entre nous, on peut avoir son propre usage de l'IA générative. Moi, mon rôle, ça va être juste d'ouvrir quelques portes, d'y aller crescendo pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et ensuite, ce sera à vous de découvrir ces usages. Et ensuite, on verra bien sûr que cette apparition de l'IA, c'est un potentiel énorme, mais forcément, le nombre des défis éthiques et réglementaires et légaux sont aussi proportionnels à ce potentiel. En termes de répartition du temps, si ça vous va, on va partir sur 5 minutes pour l'introduction à ce qu'est l'IA. Ensuite, on essaiera de faire une vingtaine de minutes sur les points 2 et 3 pour nous laisser un petit peu de temps, un petit laps de temps de questions-réponses à l'issue de ce webinaire. Donc, pour commencer, qu'est-ce que l'IA générative? Alors, l'IA générative, en quelques mots, c'est très simple. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le but de créer des contenus. Mais des contenus qui ne sont pas des copier-coller. Ce sont des contenus originaux avec un certain degré d'autonomie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on travaille avec une IA générative, quelle qu'elle soit, on lui laisse de l'autonomie, certaines variables. Ce qui fait que si on est 20 autour d'une table à poser la même question à la même IA, on aura des réponses sensiblement différentes. C'est volontaire. Alors l'IA, ça peut créer du texte, des images, de la musique, des podcasts, des voix off, des vidéos, ça peut même créer du code HTML et d'autres langages informatiques assez techniques. Alors comment ça fonctionne? On va pas revenir à l'historique de l'intelligence artificielle qui remonte dès dans les années 50, bah ouais, déjà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA générative, en fait, son apprentissage a été fait sur des grandes quantités de données, des milliards et des milliards de textes, des images ou des sons disponibles en ligne. Donc, pendant son apprentissage, l'IA a scanné une immense quantité de contenu et lorsque l'IA nous répond, en fait, elle combine ce qu'elle a appris, ce qu'on lui a enseigné et elle les ressort dans un format original, mais qui ne sort pas de nulle part, bien évidemment, qui est basé sur ces données d'apprentissage. Et on verra que ces données d'apprentissage, eh ben, plus la donnée est qualitative, plus les réponses sont qualitatives et on va retrouver ça aussi dans les nouveaux défis et les biais qui peuvent émaner de ces IA génératives. Alors des IA génératives, il y en a plein. Il suffit de mettre un coup de pied dans la fourmilière, on a trois IA génératives qui apparaissent chaque jour. Il y en a des centaines. Il y en a des centaines, certaines sont spécialisées dans la création de texte, d'autres dans la création d'images, d'autres dans la création de vidéos. Il y en a
plein. Et pourquoi tout le monde parle de l'IA générative? Bah, parce qu'en fait, il y a 2 ans et demi, on a une petite plateforme qui est apparue, qui s'appelle ChatGPT et en fait qui a créé un véritable tsunami quand même dans le monde de la tech, mais pas que. Et en fait, le grand public s'est rendu compte, à partir de ce jour-là, que, l'intelligence artificielle n'était plus accessible seulement aux geeks, aux grands groupes high-tech. En fait, l'IA, ça devenait disponible via nos PC et via nos smartphones. Et pour autant, non, le concept d'IA générative ne se résume pas à ChatGPT. C'est-à-dire que même si ChatGPT, c'est l'IA la plus populaire, c'est loin d'être la seule. Il y en a des centaines, toutes spécialisées en fonction de certaines problématiques. La génération de code, la création de musique, la production de vidéos, etc. Maintenant, on va essayer d'observer un petit peu ce qui se passe en termes, oups, pardon, pour aller plus loin en termes de création, analyse, agents virtuels, etc., etc., et toutes ces solutions, tout ce qui est possible de faire grâce à l'IA générative. Alors, je suis déjà volontairement rentré dans un usage éditorial quand on traite de la matière texte. Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à l'IA générative? On peut faire tout un tas de choses. Déjà, l'IA peut nous aider tout simplement à identifier et comprendre son audience. C'est-à-dire que je peux aller ouvrir les statistiques de mon site, je vais aller prendre les stats de Google Analytics, je vais le transférer à une IA en lui disant, voilà mes stats. Est-ce que tu peux m'aider à y comprendre plus clair sur mon audience, les personnes qui visitent mon site, et ainsi, si je comprends mon audience, aider à créer des personas, aider à créer ensuite des stratégies éditoriales autour de cette audience. Donc ça devient quand même assez intéressant parce qu'on est tous, bien évidemment, pas data analystes. Donc l'IA peut déjà nous aider à comprendre à qui on doit s'adresser. Ensuite, l'IA, et vous l'avez probablement déjà testé dans ce type de sujet, l'IA peut nous aider à définir des sujets pertinents, trouver un plan qui soit adapté et, in fine, rédiger le contenu propre à chaque support. Est-ce que je veux rédiger un article de blog? Est-ce que je veux rédiger des posts pour mes réseaux sociaux? Est-ce que je veux produire un flyer, une affiche? Avec l'IA, tout est possible et surtout, elle comprend le langage naturel et les spécificités de chaque support. Après, on n'est pas obligé, pardon, de demander à l'IA de produire l'intégralité de ce contenu. On a évidemment, nous, notre valeur ajoutée, elle est essentielle. Et si on décide moi, je rédige mon article, j'ai pas besoin de l'IA pour le rédiger. Par contre, peut-être que l'IA peut m'aider à corriger les coquilles que j'aurais pu laisser passer. Ou alors peut-être qu'elle peut m'aider à optimiser un contenu en disant, tiens, voilà une proposition d'article. Qu'en penses-tu? Est-ce que il serait judicieux de rajouter telle ou telle autre partie? Ça fait partie des possibilités de l'IA dans, c'est-à-dire cette matière textuelle. On peut aussi bien sûr se servir de l'intelligence artificielle pour répondre à des commentaires. On le voit ça de plus en plus, répondre aux emails et même de façon automatique. Alors là, si vous avez confiance en l'intelligence artificielle, là, je mets des warnings. Attention, si vous êtes amené si vous posez la question sur la pertinence de le faire, mais automatiquement, des IA peuvent répondre aux emails que vous recevez. Et l'IA peut aussi nous aider à améliorer notre référencement, notre positionnement sur les moteurs de recherche. Et je vous montrerai un petit exemple tout à l'heure. Alors, des IA pour produire des contenus éditoriaux, il y en a plein, plein de spécialisés. Dans le support de formation qui sera disponible, vous aurez accès à l'ensemble de ces liens. Donc, on a évidemment ChatGPT qui est la plus connue, la plus populaire, mais aussi quand même la plus performante. On a Copilot qui est l'IA de Microsoft, Gemini qui est celle de Google, Claude que je vous invite à tester, qui est très performante. Voilà, Claude.ai, Mistral, Cocorico, c'est le chat GPT à la française, qui est un petit peu moins performant, mais qui se classe dans le top 5, top 10 des
IA mondiales, ce qui est déjà une vraie performance, et Perplexity, qui est un peu le juste milieu entre un moteur de recherche, Google, et une IA conversationnelle, ChatGPT. Perplexity, ça vous permet de poser des questions, comme vous le feriez à ChatGPT, et en plus, Perplexity va vous donner des sources et vous dire ce sur quoi elle s'est basée pour vous répondre. Donc ça peut être très intéressant. Je vais maintenant faire une petite démonstration, hop, en basculant sur ChatGPT et en posant une requête très simple, comme je vous ai dit, ChatGPT, ça peut nous aider à produire du contenu. Alors, je vais lui en faire, je vais lui en demander un. Je vais lui dire, tu es un expert en SEO, c'est le référencement. Propose-moi une stratégie éditoriale pour l'organisme G-Réseau. L'objectif est d'améliorer mon référencement sur le thème formation IA générative. Hop. L'IA va réfléchir, elle va élaborer une stratégie et elle va m'exposer cette stratégie et ce qu'il faut faire. Alors là, ça va un peu vite, hein, mais elle va me donner des objectifs, les cibles à privilégier, des recherches de mots-clés, le positionnement, etc., etc., la structure que je dois respecter. Je vous passe les détails. Elle va m'expliquer qu'il faut que je fasse une planification éditoriale, un calendrier de publication, blablabla, blablabla. Allez, je vais lui prendre un article et je vais lui dire, hop, maintenant, rédige, maintenant, rédige l'article. Donc, vous voyez que j'ai fait un gros raccourci, hein, mais là encore, il faut pas que je puisse sous-traiter tout à une IA, mais elle peut m'aider de la stratégie, alors elle continue vraiment, jusqu'à, on y est, la production de mon article in fine pour bien référencer l'organisme G-Réseau sur l'IA générative. Bon, je vous passe les détails, mais on va voir l'ensemble des éléments qui se rédigent, blablabla, sous nos yeux. Donc ça, c'est un usage qu'on peut en faire de l'IA générative sur la matière, à dire textuelle. Vous avez un petit sondage dans le chat que je vous invite à remplir. Parce que maintenant, on va parler d'autres usages de l'IA générative, cette fois-ci autour de l'image, l'audio ou la vidéo. Et là, typiquement, l'IA n'est pas là que pour exécuter. Et ce qui est très intéressant et souvent sous-estimé, c'est que l'IA peut me servir pour me suggérer des idées. Ça peut me servir de brainstorming avancé. C'est-à-dire, je peux dire, tiens, j'ai une idée de concept autour de tel sujet, mais je suis bloqué là. Et l'IA va me proposer des pistes et je vais pouvoir interagir. Et ça, c'est l'un des côtés les plus bluffants parce que on n'est pas dans juste une exécution. Tiens, toi, intelligence artificielle, fais ça. Non, il y a une espèce d'échange qui peut se mettre en place, encore une fois, basé sur son apprentissage et tout ce qu'elle a appris. C'est très enrichissant et je vous invite à le tester, ce genre de choses. Ça peut m'aider aussi à concevoir, réviser des scripts audio, des scripts vidéo. Ça peut m'aider à résumer, analyser des images, des vidéos, des podcasts et in fine, produire ces images, produire ces vidéos, produire ces podcasts, mais aussi produire cette musique et ces voix off. Pareil, vous l'avez vu comme sur le texte, là on vous a mis quelques IA spécialisées dans la création d'images. Alors, évidemment, les IA ont commencé par produire des textes et puis ça s'est amélioré et là, on a des IA comme Midjourney, Ideogram, Adobe Firefly qui permettent de créer des contenus de façon assez bluffante. Alors, je vais aller voir le résumé, enfin le petit sondage. Alors, quelle image souhaitez-vous créer avec l'IA? OK.
On a un véhicule aquatique sous l'océan en papier craft. Eh bien, très bien. Donc cette fois-ci, on va ouvrir, hop, Midjourney. Donc je repartage mon écran. Hop, on fait la bascule. J'espère que ça ne vous donne pas trop mal à la tête. Hop, j'arrive sur Midjourney. Alors souvent, c'est bien, allez, c'est bien de l'avoir en anglais. Eh ben, je vais lui demander, d'ailleurs, tiens, je ne suis pas expert, je vais lui dire traduit en anglais. Désolé, hein. Tout ne doit pas se faire par l'IA, on est d'accord, et ce n'est pas bon pour l'écologie. Donc, désolé. Hop, hop, mais je voulais essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Hop. Donc, l'IA est en train de créer quelque chose, on le voit, on en est à 23%, 24, 25, ça se complète. Ça demande un petit peu de temps parce que forcément, elle est en train de créer quelque chose de neuf. Encore une fois, l'IA n'est pas en train, ici, de nous amener quelque chose d'existant, de trouver une image sur le web. Elle est en train de le créer de toutes pièces sur la base du prompt que je lui ai donné. Et là, on voit effectivement qu'on a un véhicule sous-marin, on voit l'effet du papier, qui est même presque un peu abîmé, et l'effet est quand même assez bluffant. Et plus je vais loin dans mon prompt, ça c'est rigolo, plus je vais loin dans mon prompt, plus je vais avoir des choses qui vont être pertinentes. J'aurais pu lui demander des étoiles de mer, plus de couleurs, etc. Là, on a été relativement simple. Voilà un autre usage de l'IA. Merci pour votre participation. Le chat sur la pompe à chaleur, c'est pas mal aussi, hein. Évidemment, on l'a vu, on produit des textes, OK, on produit des images, bien sûr, et on peut aussi produire des vidéos. Là, la vidéo, je vous ai mis les 4, on va dire les 4 IA les plus avancées sur ce secteur. Il y en a 2, 2 américaines, 2 chinoises, qui sont extrêmement performantes et ça peut nous aider évidemment pour animer soit des images qu'on a déjà créées en amont, soit pour les produire de toutes pièces. Je vais vous partager une petite vidéo qui dure 1 minute. Alors là, il y a double gymnastique parce que je vais devoir couper mon partage d'écran et rebasculer, hop, rebasculer ici sur cette vidéo. Je vous la montre et ensuite on s'en reparle. Dans le tumulte de la vie, on avance parfois sans élan. On est l'ombre de soi-même. L'énergie n'est plus là, à plat, vidée. On se crée nos propres peurs, on s'imagine le pire. Toujours cette sensation de plafonner, de ne pas pouvoir franchir ses propres barrières. Et puis, il suffit que quelqu'un porte un regard différent sur nous, qu'on nous prête une réelle attention. Il suffit parfois d'un geste, d'un souffle inattendu, pour raviver ce qu'on pensait éteint. Alors de nouveaux chemins s'ouvrent à nous, on se nourrit des autres et ce qui semblait hors de portée devient accessible. Alors on continue d'avancer. Plus vite, plus haut, toujours plus loin. Les obstacles d'hier ne sont plus que de simples étapes à franchir. Et enfin, c'est le début d'un jour nouveau. L'avenir devant nous, lumineux et plein de promesses. Alors là, cette petite vidéo, tout a été généré par l'IA, du concept, en passant par la création des images, en passant par les animations des images, en passant par la voix off, en passant par la musique. En gros, cette vidéo d'une minute, un peu plus d'une minute, a coûté 200 € à produire avec différents outils d'IA et, allez, on va dire 48 heures pour la faire. Aujourd'hui, l'IA peut nous amener à faire ça. Ça fait, même s'il y a, tout n'est pas parfait, bien sûr. Il faut se dire qu'on est dans quelque chose quand même qui est très nouveau et que tout s'optimise en permanence. Typiquement, là, cette vidéo, elle a été réalisée il y a 6 mois. Il y a encore eu de nouveaux progrès et dans 1 an, ce sera encore plus bluffant. Je repartage mon écran, petite gymnastique, hop, et je retourne ici.
Donc ça peut nous produire des vidéos, mais aussi de l'audio. Et dans l'audio, ça peut être très utile parce que ça peut produire non seulement de la musique, des instrumentales, celles que vous avez entendues dans cette vidéo, par exemple, ça peut aussi produire des voix off. Et la voix off, l'intérêt, c'est qu'on peut de plus en plus facilement créer des podcasts. Créer des podcasts, c'est pas dédié aux podcasteurs. Ça nous permet aussi d'avoir la possibilité de rendre notre contenu un peu plus accessible. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont soit freinés par des lectures trop longues ou des personnes qui ont envie de consommer des médias différemment. Le format podcast permet ça. Ça rend son contenu plus accessible et avec les avancées de l'IA, c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a 5 ans. L'IA peut aussi nous aider pour analyser des contenus. Et ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester, mais quand on a des formulaires, des réponses à des sondages, euh, des 20 000 participants, comment analyser les réponses, etc., eh ben, l'IA peut le faire de façon extrêmement simple, que ce soit à travers des fichiers Excel. Elle peut nous aider à traduire, résumer des fichiers PDF, etc. L'IA est extrêmement pertinente pour analyser des contenus, analyser des contenus techniques, du HTML, du code Python, du JavaScript, nous aider à débugger des choses. Et au-delà de ça, au-delà du texte, l'IA est aussi capable d'analyser des images, des diagrammes et même des vidéos. Aujourd'hui, je peux me filmer en live sur ChatGPT en lui demandant est-ce que ma tenue est bien adaptée à un entretien d'embauche à tel endroit? Et il va me répondre que tiens, oui, là tu portes une chemise. Et si je lui demande ce qu'il me faut comme chaussures, il va me dire que ce qui irait bien avec ma chemise, cette chemise, c'est plutôt une paire de chaussures, je ne sais pas de quelle couleur. Donc voilà, ce sont tout autant de possibilités de l'IA. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le point qui émerge en ce moment, c'est la création des agents personnels. C'est le futur de l'IA. En fait, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de passer toujours par ChatGPT ou un autre pour lui faire à chaque fois un prompt et une demande. J'ai la possibilité de créer et d'automatiser des petits agents qui vont faire des choses automatiquement pour moi. Je vais leur donner des instructions sous format texte. Je vais leur dire, je veux que ta base de connaissances, ce soit les fichiers de mon entreprise, ma charte éditoriale, ce genre de choses. Et l'IA va travailler pour moi de façon intuitive. Et on peut imaginer des agents community manager, c'est-à-dire que je transmets une URL, juste une URL à mon petit agent qui va automatiquement me rédiger un post optimisé pour mes réseaux sociaux. Ou alors, je peux lui donner un thème en lui disant, tiens, toi qui es spécialisé dans le référencement, j'ai envie que tu m'optimises cet article pour être bien positionné sur tel ou tel mot-clé. On peut aussi imaginer un assistant qui rédige des offres d'emploi très simples, juste sur la base d'un simple descriptif de poste. Là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble très, très rapidement. Hop. Par exemple ici, allez, on va aller sur celui-ci. Celui-ci, c'est un assistant community manager pour une marque de nutrition sportive. Et je peux lui dire, dans un prompt très simple, donc le prompt, c'est la requête, je vais lui dire, rédige des publications, des posts pour féliciter les participants au marathon de Paris. Allez, on va dire les finishers au marathon de Paris. Donc ça, c'est un community manager, un assistant community manager spécialisé dans de la nutrition sportive. Donc, je vais avoir différents postes qui vont apparaître avec une petite patte spécifique qu'on lui a communiquée parce que je lui ai transmis ma charte éditoriale de marque et il va me dire, voilà, alors pour Facebook, 42 km 1, vous l'avez fait, que tu as explosé ton record personnel, ton RP, c'est dans les codes, ou simplement franchi la ligne d'arrivée, aujourd'hui tu es un vrai warrior, blablabla, raconte-nous, c'était quoi ton plus grand défi? Sur Insta, on va avoir une approche un peu différente, il va me mettre une légende. Sur X, bon, je vais avoir un ton plus provocateur. 42 km de souffrance, d'émotions et de ravitaux douteux,
mais tu as tenu jusqu'au bout. Bravo à tous les pardon, à tous les finishers. Vous êtes des machines. Maintenant, on s'occupe de la récup, protéines, hydratation et jambes en l'air. Donc, on est dans vraiment quelque chose qui est différent, qui est différent en fonction de chaque réseau. Et sur LinkedIn, on va avoir une approche plus professionnelle. Au-delà des 42 kilomètres, c'est des semaines, voire des mois d'entraînement, de discipline, de résilience qui ont été mis à l'épreuve. Et vous voyez que on s'adapte, enfin, on s'adapte. Cet agent a eu des instructions au départ et il suffit que je lui donne une simple instruction pour qu'il exécute. Rédige des posts pour les finishers. Là, ça pourrait être un agent spécialisé dans le référencement où je pourrais lui dire rédige un article, je vais juste lui donner le thème, payer son IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, payer son IFI pour la première fois en 2025. Ça, c'est un agent qu'on peut imaginer pour une fondation. Le petit test que je voulais vous présenter, c'était la Fondation pour la nature et l'homme. Et donc, l'idée, ça va être que cet agent positionne la Fondation pour la nature et l'homme sur ce thème de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, il va nous expliquer qu'il va s'appuyer, il va utiliser tel ou tel mot-clé qui sont bien, qui ont un volume de recherche intéressant, qui n'ont pas un niveau de difficulté trop fort. Et il va rédiger cet article, payer son IFI pour la première fois en 2025, avec des chiffres, avec des dates, avec des montants. Vous voyez que le niveau, quand même, et c'est juste ce qu'il écrit, il est adapté à mon audience, il est adapté aux mots-clés que ça doit faire remonter. Et vous voyez typiquement, je vous avais dit que c'était pour une fondation, là, il m'a créé un petit paragraphe vraiment spécifique. Il est possible de réduire votre impôt, 75% de votre IFI, en faisant un don à une fondation, comme la Fondation pour la nature et l'homme, en soutenant une cause environnementale. Vous diminuez votre impôt tout en ayant un impact positif. Et vous voyez, je lui ai juste mis une phrase. Alors, je peux avoir des articles plus ou moins longs, évidemment, c'est à moi de choisir. Hop, je repasse là-dessus. Donc, on a toute une infinité aujourd'hui de possibilités autour de l'IA générative. Du niveau 0, niveau 1 de rédige-moi quelque chose, jusqu'à la création d'agents qui vous permettent de gagner en autonomie et en rapidité sur votre production. Néanmoins, évidemment, tout ce potentiel, ça génère beaucoup de questions et ça a fait apparaître de nouveaux défis éthiques, des défis réglementaires. Le premier, c'est l'opacité de l'algorithme. Quand je vais sur Google, j'ai une succession de liens, de propositions. J'ai du blanc, j'ai du noir, j'ai du gris. Je fais mon marché, je clique sur ce qui m'intéresse. Là, aujourd'hui, je fais appel à un système informatique qui va me pré-mâcher une réponse avec clairement un manque de transparence sur la conception de cette réponse. Et j'ai un peu un système opaque, une sorte de boîte noire qui va me répondre. Derrière, on peut se poser des questions sur la souveraineté qu'il y a derrière ça, les objectifs de ses fondateurs, l'apprentissage, plein de questions. Et il y a forcément une certaine opacité et cette espèce de boîte noire qu'il faut prendre en compte quand on travaille avec une intelligence artificielle. L'existence de biais également, parce que je vous l'ai dit, l'IA, elle a absorbé plein de contenus sur le web pour son apprentissage. Et aux surprises, les contenus fournis par les hommes sont remplis de biais, de préjugés, de stéréotypes. Et donc, quand on dit que l'IA présente des biais ou des préjugés, en fait, non, c'est pas l'IA, c'est que les humains ont publié ce type de contenu et que l'IA s'en est inspirée. Je montre cette photo sur l'écran qui était quand on demandait à cette IA, qui était la plus performante du marché, qui est toujours la plus performante du marché, de faire produire l'image d'un homme homme blanc qui cambriolait un magasin.
3 images sur 4, on avait un homme noir, habillé en blanc, alors parfois en jogging, parfois en costume, mais qui cambriolait ce magasin. Si vous lui demandez, et c'était d'autant plus le cas, il y a 2 ans pendant les émeutes en banlieue, si vous lui demandiez, une photo d'une banlieue française, vous alliez avoir soit une voiture brûlée, soit un mur tagué, et il y a peu de chances que vous ayez, une belle petite maisonnette sur les bords de Marne. Ça, c'est clair. Donc, on a toujours des biais, des stéréotypes qui peuvent apparaître. Encore une fois, qui ont été produits par les hommes, mais qui sont, là encore, republiés par l'IA. Il y a de plus en plus d'améliorations, évidemment, qui sont apportées sur ces sujets. Ce type d'image, de dérive, on le voit plus. Néanmoins, forcément, on a toujours certains clichés. Si je vais lui demander, l'image d'une secrétaire, je vais toujours avoir une image qui est très cliché, qu'on pourrait retrouver dans les banques images aujourd'hui, mais ces biais sont présents. Et l'IA peut aussi halluciner. L'IA, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle n'a pas de vérité intrinsèque. Elle ne comprend pas forcément ce que vous lui demandez. Elle elle apporte des réponses en fonction de ce qu'elle a cru apprendre, mais c'est un peu le T9 de votre téléphone amélioré. C'est-à-dire, si vous lui mettez «Il était une fois une», bah, vous allez avoir une princesse. Hem, c'est un petit peu plus compliqué que ça, évidemment, mais il y a l'IA ne sait pas si elle doit vous donner des résultats parce que vous rédigez une fiction, parce que vous êtes un journaliste, parce que et elle comprend pas vraiment ces subtilités. Elle nous fait croire qu'elle le comprend, mais c'est pas forcément le cas. Et là, il y a eu une affaire assez célèbre il y a bientôt 2 ans d'un avocat américain qui a utilisé ChatGPT et en fait, l'IA, enfin ChatGPT, ne lui a cité que des fausses jurisprudences. Et donc l'avocat, sans vérifier, a présenté lors de sa plaidoirie un cas qui était complètement fictif, où rien n'existait. Alors on peut se poser des questions, là encore une fois, sur l'avocat, mais ça nous met aussi en valeur le fait que, attention, l'IA peut faire des choses incroyables, mais il faut garder notre valeur ajoutée, nous. Et surtout, quand on travaille avec une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit et aussi perfectionnée soit-elle, mais il va falloir avoir une approche qui soit méthodique, une approche qui soit préventive. Et ça va nous permettre de garantir la sécurité des données et l'efficacité de l'analyse, en fait. On va pas forcément expliquer ici, c'est pas forcément le but d'expliquer comment bien rédiger un prompt, comment bien rédiger une requête, mais ce qu'il faut savoir, et c'est quand même très souvent vrai, c'est que de la qualité de mon prompt, de la qualité de ma demande que je vais faire à l'IA, va dépendre la pertinence de la réponse que je vais obtenir. Ça fonctionne comme avec un humain. Si je suis pas très précis, si quand je demande quelque chose à quelqu'un, bah, je vais avoir une espèce de réponse un peu moyenne et potentiellement à côté. Si je suis plutôt clair dans mes instructions, je maximise la probabilité d'obtenir un résultat de qualité. C'est pareil avec une intelligence artificielle. Donc j'ai plusieurs choses à lui préciser. Je vais lui préciser son rôle. Vous avez vu tout à l'heure, je lui ai dit, rédige, en tant qu'expert du référencement. Le fait que je lui dise: «Tu es un expert du référencement», il va se dire: «Ah OK, c'est ce rôle-là qu'il faut que j'endosse». Si vous lui dites, «Je suis un directeur des ressources humaines», vous n'aurez pas la même réponse que si vous lui dites: «Tu es un directeur des ressources humaines extrêmement exigeant». Là, elle va se dire: «OK, on attend beaucoup de choses de moi, il va falloir que je sois très précis et plus exigeant». Donc ce rôle est essentiel. Il faut donner à l'IA un rôle et un contexte. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce contenu qu'elle va nous produire? Il va falloir que je travaille à une élaboration précise de ce que je vais lui demander. Si je lui dis: «Rédige un article sur l'intelligence artificielle», bon, je vais avoir quelque chose d'extrêmement standard. Si je lui dis, rédige un article sur, l'évolution de l'intelligence artificielle depuis les années 1950, fais un focus sur, son évolution en France et les grands noms qui ont,
blablabla, bla, 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 vous voyez que là, je suis beaucoup plus précis dans ma demande. L'IA va plus facilement trouver le bon chemin pour me formater la réponse attendue. Et ensuite, une fois que j'obtiens un résultat de l'IA, il va falloir que je vérifie les choses. Alors soit que je demande à l'IA de vérifier, et ça c'est la partie un peu drôle parce que vous pouvez copier-coller un contenu et dire: «Tiens, est-ce que tu peux vérifier ce que tu viens de me dire?» Et elle va le faire. Et parfois elle va s'autocritiquer ou trouver des petites erreurs, ou alors vous pouvez le transmettre à une autre IA concurrente qui va pouvoir faire le boulot. Mais quoi qu'il en soit, et vous êtes à la fin, heu, on doit tous garder notre valeur ajoutée pour évaluer la cohérence des informations qu'on reçoit. Et ça fait partie des plus grandes dérives qu'on peut avoir quand on utilise l'IA générative. Alors certes, on a cette non-conformité des résultats, mais c'est pas grave si je le corrige. Le problème, il est si que je peux avoir des erreurs, des anomalies, mais pas de vérification humaine. Et là, mon rôle, il est essentiel. Enfin, mon rôle, notre rôle à tous, utilisateurs de l'intelligence artificielle. Quand on teste beaucoup l'IA et qu'on en est satisfait, voire très satisfait, parce que parfois ça va vraiment au-delà de nos espérances, il peut y avoir une confiance un petit peu extrême qui se met en place. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'avec un excès de confiance, on laisse de plus en plus à la machine le contrôle. Et là, c'est un piège. Parce qu'il peut y avoir une sorte de paresse intellectuelle qui se met en place de notre côté, en se disant: «Oh, l'IA l'a très bien fait la dernière fois, elle va très bien le faire aujourd'hui, pas forcément besoin de vérifier». Attention à ne pas aller sur ce terrain-là parce qu'on peut vite se laisser entraîner. Il y a un autre point, quand on travaille avec une IA, c'est d'être sûr qu'on respecte le RGPD. Le RGPD, la réglementation européenne pour la protection des données. Hem, alors, quand on utilise une IA, il faut le faire avec précaution, mais il n'y a pas d'attente supérieure à ce que vous feriez avec votre système CRM, votre outil de routage d'email, c'est pareil. Mais par contre, si je décide de faire trier des données par une IA, alors clairement, il faut que les utilisateurs, les personnes, dont les noms apparaissent dans ces fichiers par exemple, soient au courant. Mais encore une fois, ce sont des cases à cocher sur votre site, qui sont essentielles, mais il faut le prendre en compte. Typiquement, quand on travaille avec une IA, il faut être en mesure de, ça ce sont les réglementations génériques de la CNIL, hein, mais de minimiser les données qu'on demande ou qu'on donne ou qu'on transmet à l'IA. Définir des rôles, des responsabilités, un DPO qui va nous permettre d'avoir une gouvernance et une responsabilisation autour de cet usage de l'IA. Il va falloir que je mette en place des mesures de sécurité techniques, organisationnelles, être sûr que je vais pouvoir protéger les données contre des accès non autorisés, des destructions, et cetera. Et surtout, et c'était le premier point, il va falloir que moi, je sois transparent et que j'informe les personnes que leurs données peuvent être utilisées. Et une dernière question qui est souvent, très posée, c'est: «OK, je peux utiliser l'IA pour produire tout un tas de contenus, des superbes images, mais concrètement, est-ce que ça fait de moi l'auteur de cette image?» La réponse est claire, la réponse c'est non. Au sens juridique du terme, je ne serai pas l'auteur d'une image produite par l'IA. Pour que je sois considéré comme l'auteur, le vrai auteur, il faut que je l'ai vraiment modifié. Il faut que ça porte mon empreinte personnelle. Il faut que j'ai fait des modifications significatives, j'ai rajouté des éléments, j'en ai supprimé et pas j'ai simplement mis un filtre. Clairement non. Et même faire un prompt extrêmement complexe pour générer une image ne fera pas de vous son auteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser, cette image, sans aucun problème. Par contre, d'autres le peuvent aussi. Et il y a une jurisprudence, là encore, à côté des États-Unis, où un artiste produisait des magnifiques images qu'il exposait dans des galeries. Très bien, il a le droit de le faire. Par contre, du jour au lendemain, il a vu que ces images étaient vendues par d'autres sur des t-shirts, sur des mugs, dans des affiches. Et là, il peut rien dire parce que l'image ne lui appartient pas, encore une fois au sens juridique.
Et l'autre question, est-ce que vous êtes responsable du contenu produit par une IA générative? Ben là, la réponse est oui. Donc, c'est-à-dire, je peux créer quelque chose, je peux l'utiliser, l'IA me donne toute responsabilité. Par contre, attention, je vais avoir les avantages et les inconvénients de cette responsabilité. C'est-à-dire que si je suis une marque de sport et que je décide d'interagir avec une IA pour qu'elle me donne un slogan et puis qu'elle me dit: «Ah bah tiens, que penses-tu du slogan Just Do It, il est super», que je décide de l'utiliser, bah, là, il y a des gens de chez Nike qui vont taper à la porte en disant: «Là, je crois qu'on a un petit souci, parce que c'est moi l'auteur, de ce slogan». Et là, l'IA va vous dire: «Bah, non, mais attendez, moi, je j'ai rien à voir là-dedans. Oui, je vous l'ai donné, mais c'est vous le responsable. À vous de le faire vérifier par votre service juridique». Et ça, c'est des notions qui ont un petit peu disparu, le fait de faire vérifier les choses, des slogans, des créations par les services juridiques. L'IA nous fait gagner du temps, voilà, mais il va falloir s'assurer que ce que l'IA nous produit, bah, soit bien conforme aux droits d'auteur et respecte, l'ensemble de ces sujets. Alors clairement, l'IA générative, ça offre des opportunités qui sont inédites. Je veux dire, c'est une vraie vague qui est en train d'arriver et qu'on soit un peu sceptique ou pas, qu'on soit méfiant et je le répète, il faut l'être, il faut pas accorder 100 de sa confiance à une IA, jamais. Heu, L'IA générative, ça offre des opportunités incroyables. Néanmoins, il y a tout autant de défis que d'opportunités et en fait, c'est pour ça qu'il est essentiel de se former parce que ça permet d'anticiper, en fait, tous ces enjeux qui évoluent au quotidien parce que ça va très vite, et ça ce qui va permettre, bah, de s'assurer de se créer une place, en fait, dans, bah, ce futur, ce vers quoi on tend, qui évolue en permanence. On a des formations évidemment chez Gérézo sur la cette on va dire cette optimisation de notre efficacité, de notre productivité grâce à l'IA générative ou de la production de contenu grâce à l'IA générative. C'est des formations qui sont évidemment très complètes, qui vous exposent de la théorie, pas mal d'ateliers, beaucoup de pratiques pour découvrir des logiciels, mais qui toujours en parallèle vont remettre en avant ce contexte légal, réglementaire, éthique autour de l'IA. Hop, je vais fermer le partage de connexion, hop, pardon, d'écran et si ça vous va, on peut passer aux petites questions-réponses. Alors, question de Florence: les agents IA sur ChatGPT, c'est dans la version payante, oui ou non? Alors, oui, c'est-à-dire que pour les créer, ces agents IA, c'est dans le GPT personnalisé, il faut avoir un compte payant pour les faire, pour les créer. Vous pouvez en créer un nombre illimité. Pour les utiliser, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de les utiliser même si vous avez un compte gratuit, mais vous allez pouvoir faire 2 requêtes, 3 requêtes par jour et ensuite ça va se couper. ChatGPT va vous demander de passer à un compte payant. Donc, on va dire que oui, c'est quand même réservé plutôt dans la version payante. Mais c'est vraiment très intéressant, cette fonctionnalité, ce que je vous ai montré, des petits agents sur ChatGPT. C'est une première marche aux agents. C'est encore très perfectible, mais dans un usage interne ou en entreprise, c'est super pratique et vous avez la possibilité de partager des comptes éventuellement. Donc, oui, c'est payant, mais le jeu en vaut la chandelle et donc le prix, c'est, un abonnement entreprise, c'est 25 €, je crois, 25 $ par personne. Vous pouvez partager un compte éventuellement. Est-ce qu'il est possible d'avoir des agents IA en local sur des PC? Oui, ou sur un serveur? Effectivement. Alors oui, c'est possible et globalement, c'est possible de, sécuriser, d'utiliser plusieurs, on va dire plusieurs outils d'IA purement en local. Agent ou non agent, hein, même question. Hem Et c'est pertinent parce que dans un cadre quand même très sécurisé, bah, ça nous permet d'être sûr qu'il y a aucune donnée qui sorte qui sorte de chez moi.
Donc, cette phase de sécurité, elle est intéressante. Il y a plusieurs modèles qui existent. Il y a plusieurs solutions qui permettent soit de télécharger des logiciels sur son ordinateur, soit d'utiliser, on va dire, des API. Par exemple, j'utilise une API ChatGPT, par exemple. Donc, j'ouvre pas chatgpt.com, j'utilise juste le cerveau de ChatGPT, mais je l'enrobe de toute une zone de protection, sécurité, cryptée, qui fait que, quand bien même ça part à l'extérieur, étant donné que c'est crypté, bah, j'ai pas vraiment d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Agnès, est-ce qu'une charte éthique est conseillée? Oui. Alors, je dirais comme quand je fais souvent le parallèle entre les réseaux sociaux et l'IA. Avant, on avait toujours une charte de modération sur les réseaux sociaux. Ça a disparu, on n'en parle plus. Mais c'est un peu pareil, en fait, pour moi, sur l'IA. Et il est important de réfléchir au sein même d'une entreprise à ce qu'on s'autorise à faire ou pas grâce à l'IA. Et c'est une vraie posture. Et quel niveau de transparence on veut aussi retransmettre à nos clients, nos prospects par rapport à ça. Donc oui, c'est important d'avoir une charte éthique, d'avoir une charte d'utilisation, de transparence. C'est-à-dire, est-ce que mon entreprise va utiliser plutôt telle IA ou telle IA? Il faut se poser des questions, c'est pas toutes les mêmes. Est-ce que je préfère une IA française ou à l'IA la plus performante du marché ou à l'IA qui est censée être la plus sécurisée? Première question. Charte éthique, est-ce que je m'autorise à faire traiter des données à une IA? Oui ou non? Est-ce que je m'autorise à créer des images par une IA pour les publier sur mon blog? Oui ou non? Certains vont se dire oui, pas de problème, d'autres plutôt non. Et si je le fais, là aussi, c'est pour ça que je parlais de transparence, est-ce que je précise dans cette charte que ce contenu a été généré par l'IA? Ça fait partie des questions. Alors, encore une fois, attention quand on voit ça c'est généré par l'IA, oui, l'IA a aidé à le faire. Ensuite, ça se génère pas tout seul. Il y a quelqu'un derrière qui réfléchit à faire un prompt de qualité, qui passe du temps et générer une belle image, un beau contenu, c'est plus complexe que se connecter à une banque images pour prendre une image existante. Donc voilà, ça fait plein de choses qu'on peut aussi intégrer dans cette charte, j'aime bien l'appeler éthique et transparence. Voilà. Alors, quid des droits en termes d'utilisation des photos, textes, etc. Bon, on l'a évoqué à la fin, on peut le faire, on peut l'utiliser, mais on en est responsable. C'est-à-dire que si j'utilise l'IA pour faire quelque chose qui ne serait pas autorisé avec une vraie photo, eh ben, je serais aussi condamné. L'exemple le plus bête, je demande à l'IA de me générer la photo de Brad Pitt avec mon produit. L'IA va le faire, pas de problème. Par contre, Brad Pitt sera peut-être pas super content. Bah, et je vais pas pouvoir me cacher derrière mais non, mais j'ai pas pris une photo, c'est généré par l'IA. Bah non, c'est pareil. C'est comme si j'avais fait un photomontage, c'est pas autorisé. Le rapport en termes de ce que j'ai le droit de faire, c'est comme une photo en termes pour de l'image. C'est un peu ça le parallèle. Donc oui, j'ai le droit de l'utiliser, mais c'est bien si j'ai une vérification déjà juridique en amont, notamment sur l'image. Ensuite, certains outils, certains logiciels comme Adobe Firefly, dont je vous ai parlé, Adobe, donc Photoshop derrière, garantit que lorsqu'il génère des images, ce sont des images qui sont parfaitement libres de droit. Vous pouvez utiliser sans aucun problème. Ça fait partie de sa charte, parce qu'il dit que bah, lui, Adobe a entraîné ses modèles avec des partenaires, avec des images dont il savait qu'il avait les droits d'utilisation. Donc, si vous demandez de générer quelque chose et qu'il le fait, c'est qu'il a le droit de le faire. Voilà. Alors, à qui appartient le prompt? Bah, c'est un peu flou parce que le prompt, il appartient à personne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déposer un prompt. Voilà. Juridiquement, il a été prouvé que même un prompt extrêmement complexe, ou ce cas de cette personne qui avait généré une image, en fait, qui en demandait les droits d'auteur, parce que à qui appartient telle photo? Si le prompt nous appartient, la photo pourrait lui appartenir. Il a été prouvé que même avec un prompt qui était impossible à refaire, il y avait une quinzaine de lignes,
où la personne précisait le type d'appareil photo, le type d'objectif et bref, tout un langage qui n'appartenait qu'à lui, ça suffit pas, en fait. Donc le prompt, il appartient à celui qui le prend. En 2025, est-ce que Google pénalise les contenus rédigés avec l'IA? Zineb, c'est aussi une très bonne question. Alors la réponse, elle est claire, il n'y a pas d'ambiguïté, la réponse est non. La réponse est non. Enfin, non, Google ne pénalise pas. Donc, oui, vous pouvez produire des contenus générés avec l'IA. Et Google est très clair sur ce sujet. Il nous dit, tant que le contenu partagé a de la valeur, alors je l'indexerai comme n'importe quel autre contenu. Tout simplement. Donc, si vous rédigez un article, que vous lui mettez votre patte à l'intérieur, vous modifiez ci ou ça, et qu'in fine, le contenu, il est extrêmement pertinent, quand bien même il a été rédigé de A à Z hein, par l'IA, mais s'il est pertinent et s'il n'a pas été déjà vu 3000 fois sur Internet, pas de problème pour Google, vous pouvez le faire. Un article de qualité rédigé par une IA sera toujours mieux mis en avant qu'un article médiocre fait par un humain. Et ça, c'est une certitude. C'est le positionnement de Google, qui, en disant ça, évite de se tirer aussi une balle dans le pied, parce que Google a son propre agent IA qui s'appelle Gemini, qui produit du texte. Donc voilà. Mais la position et le positionnement, c'est oui, vous pouvez y aller, ça sera indexé si l'article est jugé comme pertinent. Ensuite, ce que dit Google, enfin, il y a enfin, je sais pas ce que dit Google, mais en termes de trafic, il a été montré que de plus en plus, les IA drainent du trafic, se substituent de plus en plus, bon, pas encore la majorité, mais tendent à se substituer à des moteurs de recherche classiques, hein, tels que Google ou Bing, et que de plus en plus, ChatGPT et Perplexity, par exemple, tendent à on va dire, rattraper, voire dans certains cas dépasser Bing, le moteur de recherche Bing, dans le trafic que ça génère sur les sites. Donc c'est un vrai sujet, le référencement et l'IA. Et Anne-Sophie, Lise, quels sont les outils qui détectent l'IA et à quel moment nos contenus peuvent être détectés? Alors, il y en a quelques-uns. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Zero GPT ou ChatGPT Zero. Il y en a plusieurs qui permettent de déterminer si un texte a été produit et rédigé par une IA. Honnêtement, je les ai pas en tête. Je les ai pas en tête parce que, alors hormis si on est professeur et qu'on veut vérifier que le contenu a été rédigé par une IA ou pas, euh, bah, comme disait, enfin comme je l'expliquais à Zineb plus haut, partir du moment où mon contenu est pertinent et modifié, j'ai de la valeur ajoutée et in fine j'ai quelque chose de qualité, que ça ait été généré par une IA ou pas, est-ce vrai, au final, est-ce vraiment grave? Alors je sais que certains clients, certaines entreprises disent: «Bah non, nous, on s'engage à ne pas produire». Certaines agences disent: «Bah non, j'ai une charte anti-IA et je vous garantis que le contenu généré ne sera pas fait par l'IA». Bon, alors là, on peut le vérifier. Je vous dis, il y a des outils qui existent. Je crois que c'est GPT-0, il me semble, mais il y en a quelques-uns qui vous donnent un pourcentage. Ils disent: «Bah, a priori, ce texte, il a été rédigé par une IA à 85% de chance». Voilà, en vous mettant en avant quelques parties. Voilà. C'est plus globalement, c'est plutôt fiable, plutôt. Ensuite, il y a toujours des moyens de le modifier. Il y a des IA qui permettent de passer outre ce détecteur. Donc, vous faites rédiger votre texte par ChatGPT, par exemple, puis vous le mettez dans une autre IA qui va le remouliner différemment pour faire en sorte que, un peu comme de l'argent sale, voilà, qui permettent de laver vos contenus pour les rendre plus blancs que blancs. Voilà, c'est une possibilité. L'enjeu, pour rebondir là-dessus, c'est aussi les images. Les images, c'est un vrai sujet parce que vous l'avez vu passer sur Internet, évidemment, il y a plein d'images qui sont des deepfakes, enfin voilà, ce sont des fausses images qui ont été générées avec l'IA. Le réalisme est incroyable.
notamment l'IA Grok de X, Elon Musk, qui produit des images de personnalités plus vraies que nature, et c'est vraiment bluffant et sans aucune censure. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander une photo de Mussolini et Hitler, il va vous la produire sans aucun problème, alors que tous les autres ont une charte de modération incluse. Là, c'est là où ça devient un peu dangereux dans tout ce qu'on peut faire. Et les grands acteurs ont décidé de mettre en place, alors soit un filigrane qui apparaît sur l'image de façon visible. Bon, on peut toujours se dire que des gens couperont leur photo, leur visuel original de façon à supprimer le filigrane, soit rajouteront un petit pixel à l'intérieur, c'est-à-dire un petit bout de code transparent qui fait que, in fine, si vous voulez voir si cette image a été créée par une IA, vous la mettez dans un logiciel et ça pourra vous dire original ou IA. Donc ça, c'est une démarche intéressante. Et les grands groupes de la tech commencent à se pencher sur ce sujet parce que, évidemment, il peut y avoir beaucoup de dérives là-dessus. Il est 10h55. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On va vous faire bien sûr parvenir le support de formation, la vidéo. Les éléments sont déjà téléchargeables. Et je vous propose de nous retrouver lors d'un prochain webinaire organisé par Gérézo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.